Vous êtes-vous déjà demandé, dans les plus grands palais du monde, où le marbre glace les pieds et la dorure aveugle par son exubérance, il manque étrangement deux choses des plus fondamentales. Toute notre vie, on nous a montré le palais d'hiver, Buckingham, Schönbrunn, ces colosses de pierre aux milliers de pièces. Chaque lustre ici pèse comme une voiture. Les murs sont recouverts de soie qui n'a pas pâli en 300 ans. Les guides racontent avec délectation les salles d'apparat, les salles du trône, les galeries avec des miroirs grandeur nature. Mais pour une raison ou une autre, ils passent pudiquement sous silence une chose. Tous ces palais, qui nous sont présentés comme le summum de l'ingénierie, n'avaient ni cuisine ni latrine dans leur plan original. Arrêtez-vous un instant. Laissez ce paradoxe pénétrer votre esprit. La famille impériale, qui possédait la moitié du globe, vivait dans un bâtiment où il n'y avait pas de quoi préparer le dîner. Et pas d'endroit pour faire ses besoins naturels. Mais posons une question qui nous fera porter un nouveau regard sur cette image familière. Comment une civilisation capable de créer la chambre d'ambre avec une précision d'ajustement microscopique des panneaux? Comment ceux qui ont érigé le dôme de la cathédrale Saint-Isaac sans un seul clou? Et qui a posé 200 km de conduite d'eau pour les fontaines de Peterhof avec une pression que nous avons du mal à reproduire aujourd'hui? Comment cette civilisation a-t-elle pu, quote zéro, d'intégrer un four à pain et un tuyau en céramique pour les eaux usées? Peut-être la réponse ne se trouve-t-elle pas seulement dans l'histoire de l'architecture? Peut-être devons-nous porter un nouveau regard sur ce qui nous est parvenu à travers les siècles. Fermez les yeux. Imaginez un froid matin de février 1839. Vous vous tenez dans la grande salle du trône du palais d'hiver. Autour de vous, 800 mètres carrés de vide. Le plafond s'élève à 8 mètres de hauteur. Votre souffle se transforme en nuage blanc. Il fait aussi froid qu'un caveau ici. Le bois crépite dans une petite cheminée décorative près du mur. Mais la chaleur n'atteint même pas le centre de la pièce. Elle s'accroche misérablement au marbre et s'éteint sous les courants d'air des fissures. L'empereur Nicolas Ier, vêtu d'une pelisse de fourrure, reçoit les ambassadeurs. Tous les participants à la cérémonie tremblent, malgré leurs lourds vêtements de velours. La cuisine la plus proche se trouve dans une aile séparée, à 100 mètres du corps principal, à travers une cour ouverte balayée par une tempête de neige de janvier. Les serviteurs transportent des plateaux d'argent garnis de soupe et de rôtis. Mais au moment où les plats arrivent sur la table impériale, le bouillon se couvre d'une pellicule grasse. La viande refroidit à la température de la pierre. Sentez-vous ce froid, ce malaise, cette absurdité de la situation? Et maintenant, imaginez l'odeur. Pas celle de la viande rôtie, ni du pain frais, mais la puanteur des couloirs imprégnés d'urine des pots de chambre. Les serviteurs les vident chaque matin, parce qu'il n'y a pas d'égout. Les historiens proposent des explications. Soi-disant, les cuisines étaient déplacées hors des palais par crainte des incendies. Et les latrines n'étaient pas construites en raison d'autres normes sanitaires de l'époque. Mais ces explications sont-elles vraiment convaincantes? Jetons un coup d'œil aux faits. À Versailles, où vivaient 3000 courtisans, il n'y avait pas une seule toilette intégrée avant le milieu du XIXe siècle. Louis XIV, le monarque le plus puissant d'Europe, faisait ses besoins dans une chaise percée portable. Donc le contenu était jeté par les domestiques directement des fenêtres dans le parc. Mais en même temps, notez que le système d'adduction d'eau pour les fontaines fonctionnait parfaitement. L'eau s'écoulait par gravité à travers un système d'aqueducs et de réservoirs sur 15 km. La pression était si précise que les jets s'élevaient à 25 mètres, sans une seule pompe. Les ingénieurs de Louis XIV ont créé une merveille hydraulique. Ils ont construit la machine de Marly, une grandiose station de pompage avec 14 roues hydrauliques et 221 pompes. Elle élevait l'eau à une hauteur de 150 mètres. C'était une merveille technologique du XVIIe siècle. Sa complexité est comparable à celle d'une centrale hydroélectrique moderne. Réfléchissez-y, soit vous disposez d'une ingénierie de ce niveau, et alors installer une conduite d'égout pour les toilettes royales est une tâche élémentaire. Soit vous vivez dans la saleté. Mais alors, d'où viennent ces fontaines? Il n'y a pas de troisième option. Regardez Peterhof. C'est une symphonie d'eau, sculptée dans la pierre et le bronze. La Grande Cascade. 64 fontaines, 255 sculptures, un système complexe d'écluses, de vases communicants et de réservoirs souterrains. On nous dit qu'elle a été construite entre 1715 et 1723. L'eau est acheminée depuis les hauteurs de Ropcha par des canaux d'une longueur de 27 km.
Un dénivelé d'environ 100 mètres crée une pression naturelle. Elle est suffisante pour que le jet de la fontaine Samson s'élève à 21 mètres. Cela exige des calculs que les étudiants en école technique résolvent à l'aide d'ordinateurs. Elle est suffisante pour que le jet de la fontaine Quad 2 s'élève à 21 mètres. Cela exige des calculs que les étudiants en école technique résolvent à l'aide d'ordinateurs. Mais voici le paradoxe. Lors de la restauration dans les années 1970, les ingénieurs ont découvert que les anciennes tuyaux en fonte du XVIIIe siècle surpassaient en qualité leurs homologues modernes. La surface intérieure était parfaitement lisse, et les raccords étaient réalisés selon une technologie que nous appelons aujourd'hui abride, mais avec une précision inaccessible à la forge manuelle. Comment une civilisation n'ayant pas de tour à commande numérique a-t-elle pu couler des kilomètres de tuyaux impeccables pour des fontaines? Et en même temps, n'a-t-elle pas pu fabriquer un simple raccord en céramique pour les eaux usées des appartements impériaux? C'est comme trouver un moteur à combustion interne dans une charrette en bois. Le contraste entre la technologie d'approvisionnement en eau et l'absence totale d'égout n'est pas seulement une erreur des architectes, c'est une preuve. Et si ceux que nous appelons rois et empereurs n'étaient que des occupants dans des maisons étrangères? Imaginez un groupe de personnes du XXIe siècle qui, après une catastrophe mondiale, trouvent une maison intelligente abandonnée, avec des panneaux solaires, un système de climatisation, des égouts automatiques et une hydroponie sur le toit. Ils entrent. Ils voient des panneaux tactiles sur les murs, mais l'électricité est coupée et ils ne savent pas comment la remettre en marche. Ils voient des toilettes, mais la plomberie ne fonctionne pas. Et comment la réparer? C'est un mystère, car toutes les instructions ont brûlé. Que font-ils? Ils commencent à faire du feu avec du bois dans la baignoire. Ils utilisent les toilettes comme garde-manger pour la nourriture. Et ils font leurs besoins dans des seaux qu'ils emportent dans la cour. Ils mettent des bougies à la place des LED. Et ils cuisinent sur un feu de camp, au milieu du salon, perçant un trou dans le plafond pour la cheminée. C'est peut-être ce que nous observons dans l'histoire. Des palais sans cuisine ni toilette, ce n'est pas une erreur de conception. C'est le témoignage d'une utilisation primitive de structures de haute technologie. Des structures héritées d'une civilisation qui, peut-être, était physiologiquement et technologiquement différente de nous. Maintenant, détournez votre regard des intérieurs vers les façades. Promenez-vous sur la perspective Nevski, la rue Tverskaya ou les rues du centre historique de Paris. Que voyez-vous? Des fenêtres qui dépassent du sol. La moitié de l'ouverture de la fenêtre donne sur la rue, l'autre moitié disparaît sous l'asphalte, derrière la grille de la cave. Les historiens appellent cela la couche culturelle et expliquent qu'en 200 ou 300 ans, les gens ont apporté tellement de saleté avec leurs chaussures et les balayeurs ont si mal nettoyé les ordures que le niveau des rues s'est élevé de 3 à 4 mètres. Pensez à cette absurdité. 4 mètres, c'est la hauteur d'une maison de 2 étages. Si l'on en croit la version officielle, Saint-Pétersbourg et Moscou vivaient dans une telle porcherie que les excréments et le fumier se sont accumulés pendant des siècles dans le sol, jusqu'à atteindre le niveau des fenêtres du 2e étage. Mais lorsque les archéologues commencent les fouilles, quelque chose d'étonnant est découvert. Ces quads 2 ont des entrées d'apparat avec des portails sculptés, des fenêtres grandeur nature avec des moulures en stuc, et même des fresques sur les murs. Qui, saint d'esprit, décorerait des souterrains que personne ne verrait? La réponse semble évidente. Ces étages étaient les premiers. Ils étaient au niveau du sol. Les bâtiments étaient plus hauts. Une catastrophe a peut-être eu lieu, un cataclysme mondial qui a enseveli les villes sous une couche de terre et d'argile de plusieurs mètres. Et c'est ici que les pièces du puzzle commencent à s'assembler pour former une image qui donne des frissons. Imaginez que vous ayez un palais avec des plafonds de 6 à 8 mètres de haut, avec d'immenses fenêtres de la hauteur de 3 personnes, et des murs minces, conçus pour le climat méditerranéen. Vous essayez de le chauffer dans les conditions de l'hiver russe, quand il fait moins 35 degrés Celsius dehors. Vous n'avez que de petites cheminées encastrées dans les murs. On les chauffe 24 heures sur 24, brûlant une forêt de la taille d'un village entier chaque hiver. Mais la chaleur monte au plafond. Et en bas, une zone glaciale se forme, où la respiration se transforme en givre sur les rideaux de velours. Catherine II se plaignait du froid insupportable dans ses appartements dans ses lettres personnelles, où l'encre gelait dans l'encrier et les boissons se couvraient d'une croûte de glace. Pourquoi construire un palais sous une latitude nordique avec une isolation thermique comme celle d'un pavillon d'été en Italie, sauf si ces bâtiments n'ont pas été conçus pour un autre climat, ou pour une technologie de chauffage que nous avons perdue? Faites attention aux portes du palais d'hiver. Hauteur, 4 mètres.
Les poignées de porte sont au niveau du visage d'une personne moderne. Les marches des escaliers d'apparat sont si hautes qu'il faut non pas marcher, mais grimper. C'est une architecture pour des êtres d'environ 3 mètres de haut. Revenons aux détails techniques qui tourmentent les ingénieurs. Lors de la restauration des systèmes de fontaines de Versailles dans les années 1980, des spécialistes français ont découvert des tuyaux du XVIIe siècle, dont la surface intérieure ne présentait aucune trace de corrosion après 300 ans d'utilisation. Il s'agissait d'un alliage plomb-étain avec des additifs dont la composition ne peut être déterminée même par les laboratoires modernes. Les jonctions étaient réalisées par une méthode que nous appelons ajustement à chaud par diffusion moléculaire, une technologie apparue en métallurgie seulement au milieu du XXe siècle. Mais le plus étonnant fut découvert lors de l'étude des fontaines elles-mêmes. Le système de régulation automatique de la pression fonctionne sans aucune vanne de type moderne. Il utilise le principe des vases communicants avec une telle précision que les ingénieurs modernes ne peuvent le reproduire sans modélisation informatique. Les calculs des angles d'inclinaison, des diamètres de tuyaux, des volumes de réservoirs sont réalisés avec une marge d'erreur inférieure à 1%. C'est le niveau de la conception assistée par ordinateur, CAO, moderne. Comment est-ce possible, à une époque où les dessins étaient faits au fusain sur du parchemin? Il y a quelque chose de plus grand ici. Il est possible que les fontaines et les palais n'aient pas été construits par les personnes qui y ont vécu par la suite. Les nouveaux occupants se sont installés dans des bâtiments déjà construits. Ils voyaient des tuyaux disparaître dans les murs, mais ne savaient pas où ils menaient ni comment les utiliser. Mais s'il y a eu une catastrophe qui a enseveli les étages inférieurs sous de l'argile, où sont passés tous les gens? Ouvrez n'importe quel graphique de croissance de la population mondiale. Vous verrez une ligne plate pendant des millénaires, puis soudainement, au milieu du XIXe siècle, une explosion verticale. On nous l'explique par la révolution industrielle et l'amélioration de la médecine. Mais regardez les premières photographies de villes. Des daguerréotypes des années 1840, Saint-Pétersbourg, Moscou, Paris, Rome, New York. Qu'est-ce qui unit toutes ces images? Un vide total et assourdissant. On nous dit que les gens disparaissaient des clichés à cause du long temps d'exposition des appareils photo, qui durait de quelques minutes à une demi-heure. Mais cette explication s'effondre à l'examen attentif. Où sont les charrettes des cochers, qui restaient des heures aux mêmes endroits en attendant les clients? Où sont les étals du marché, les étals immobiles des commerçants qui devaient rester en place toute la journée? Où sont les chevaux attachés près des auberges? Où sont les gardes aux portes des casernes? Tous ces objets sont immobiles par définition, mais ils ne figurent pas sur les photos. Les villes sont là, entièrement prêtes, avec une architecture majestueuse, des routes pavées, des réverbères le long des rues, mais elles sont vides, comme des décors attendant les acteurs. Et c'est ici que nous abordons l'un des faits les plus étonnants, que les historiens expliquent souvent par le terme de quote zéro. Au XIXe siècle, des millions d'orphelins apparaissent soudainement dans le monde entier. Des enfants sans parents, sans passé, sans mémoire de leurs ancêtres. Les immenses maisons d'éducation de Moscou et Saint-Pétersbourg sont surpeuplées. Les orphelinats de Londres et Paris ne parviennent pas à gérer le flux. Aux États-Unis, de 1854 à 1929, circulaient les soi-disant « quote 1 », des convois qui transportaient des dizaines de milliers d'enfants de la côte Est vers le Far West, les distribuant aux fermiers comme main-d'œuvre gratuite. D'où venaient ces armées d'enfants sans racines? Où sont leurs pères et leurs mères? Est-ce que tous sont morts simultanément d'une maladie sélective qui tuait les adultes mais épargnait les enfants? Il existe une théorie qui vous glace le sang. Nous sommes une civilisation d'orphelins, les descendants de ceux qui ont été artificiellement installés dans les villes désertées après la catastrophe. Nous avons été élevés dans les couveuses des maisons d'éducation. On nous a donné des noms de familles standards, Ivanov, Petrov, Smith, Johnson. On a inventé une histoire linéaire simple et on nous a envoyé coloniser les ruines. C'est pourquoi, chez 90% des gens, la mémoire familiale s'arrête au niveau des arrière-grands-parents. Au-delà, c'est l'obscurité, le silence des archives, les registres paroissiaux brûlés. Calculons la logistique de la construction de la seule cathédrale Saint-Isaac à Saint-Pétersbourg. L'histoire officielle affirme qu'elle a été construite pendant 40 ans, de 1818 à 1858. Pour la construction, 300 000 tonnes de granit, de marbre et de briques ont été nécessaires. Des colonnes de granit pesant 114 tonnes chacune
étaient transportées de Finlande sur des barges. Et elles étaient installées à l'aide d'échafaudages et de cabestans actionnés par des bateliers, burlas. Si l'on calcule la quantité de fourrage nécessaire pour les chevaux, de nourriture pour les ouvriers, de bois pour les échafaudages et la capacité de charge des chemins de terre de l'époque, tout le système s'effondre. Il aurait fallu plus de routes que de terre. La ville aurait dû être submergée par le fumier de millions de chevaux. S'étouffer sous la fumée des briqueteries, fonctionnant 24 heures sur 24 pendant 300 ans d'affilée. Mais où sont les carrières d'où l'on tirait l'argile pour les milliards de briques qui constituent le centre historique? Où sont les traces de l'immense zone industrielle qui aurait dû exister pour produire un tel volume de matériaux? Elles n'existent pas. Les bâtiments sont là. Les façades brillent de granit et de marbre. Mais les bases de production qui ont créé tout cela n'existent pas. Comme si quelqu'un avait matérialisé la ville à partir de rien. Maintenant, le puzzle prend forme en un tableau qu'il est douloureux de réaliser. La civilisation précédente, qui a construit ces palais, était peut-être physiologiquement différente de nous. Rappelez-vous les légendes des gens qui se nourrissaient de prana, d'énergie directement. Une technologie apparue en métallurgie seulement au milieu du XXe siècle. Mais le plus étonnant fut découvert lors de l'étude des fontaines elles-mêmes. Le système de régulation automatique de la pression fonctionne sans une seule vanne de type moderne. Il utilise le principe des vases communicants avec une telle précision que les ingénieurs contemporains ne peuvent le reproduire sans modélisation informatique. Les calculs des angles d'inclinaison, des diamètres des tuyaux et des volumes des réservoirs sont effectués avec une marge d'erreur inférieure à 1%. C'est le niveau de la conception assistée par ordinateur, CAO, moderne. Comment est-ce possible, à une époque où les plans étaient réalisés au fusain sur du parchemin? Il y a quelque chose de plus profond ici. Peut-être que les fontaines et les palais n'ont pas été construits par les personnes qui y ont ensuite vécu. Les nouveaux propriétaires se sont installés dans des bâtiments déjà prêts. Ils voyaient des tuyaux s'enfonçant dans les murs, mais ne savaient pas où ils menaient, ni comment les utiliser. Mais s'il y a eu une catastrophe qui a enseveli les étages inférieurs sous l'argile, où sont passés tous les gens? Ouvrez n'importe quel graphique de croissance de la population mondiale. Vous verrez une ligne plate pendant des millénaires, puis soudainement, au milieu du 19e siècle, une explosion verticale se produit. On nous explique cela par la révolution industrielle et l'amélioration de la médecine. Mais regardez les premières photographies de villes, des daguerréotypes des années 1840, Saint-Pétersbourg, Moscou, Paris, Rome, New York. Qu'est-ce qui unit toutes ces images? Un vide total et assourdissant. On nous dit que les gens disparaissaient des images à cause des longs temps d'exposition des appareils photo, qui duraient de quelques minutes à une demi-heure. Mais cette explication s'effondre à y regarder de plus près. Où sont les calèches des cochers qui restaient des heures au même endroit en attendant les clients? Où sont les étals de marché, les chariots immobiles des marchands qui devaient rester en place toute la journée? Où sont les chevaux attachés devant les auberges? Où sont les gardes aux portes des casernes? Tous ces objets sont immobiles par définition, mais ils ne sont pas sur les photos. Les villes sont là, entièrement prêtes, avec leur architecture majestueuse, leurs routes pavées, leurs lampadaires le long des rues. Mais elles sont vides, comme des décors attendant les acteurs. Et c'est ici que nous abordons l'un des faits les plus étonnants, que les historiens expliquent souvent par le terme « quote zéro ». Au XIXe siècle, des millions d'orphelins apparaissent soudainement partout dans le monde. Des enfants sans parents, sans passé, sans mémoire de leurs ancêtres. Les immenses maisons d'éducation de Moscou et Saint-Pétersbourg sont surpeuplées. Les orphelinats de Londres et Paris ne parviennent pas à gérer le flux. Aux États-Unis, de 1854 à 1929, circulaient les soi-disant « côte 1 », des convois qui transportaient des dizaines de milliers d'enfants de la côte Est vers le Far West, les distribuant aux fermiers comme main-d'œuvre gratuite. D'où venaient ces armées d'enfants sans racines? Où sont leurs pères et mères? Sont-ils tous morts simultanément d'une maladie sélective qui tuait les adultes mais épargnait les enfants? Il existe une théorie qui vous glace le sang. Nous sommes une civilisation d'orphelins, les descendants de ceux qui ont été artificiellement installés dans des villes désertes après une catastrophe. Nous avons été élevés dans les incubateurs des maisons d'éducation.
On nous a donné des noms de famille standards, Ivanov, Petrov, Smith, Johnson. On nous a inventé une histoire linéaire simple, et on nous a envoyé coloniser les ruines. C'est pourquoi, pour 90% des gens, la mémoire de leur lignée s'arrête au niveau des arrière-grands-parents. Au-delà, c'est l'obscurité, le silence des archives. Les registres d'état civil brûlés. Calculons la logistique de la construction de la seule cathédrale Saint-Isaac à Saint-Pétersbourg. L'histoire officielle affirme qu'elle fut construite en 40 ans, de 1818 à 1858. La construction a nécessité 300 000 tonnes de granit, de marbre et de briques. Des colonnes de granit pesant 114 tonnes chacune ont été transportées de Finlande par barge. Et elles étaient installées à l'aide d'échafaudages et de cabestans actionnés par des haleurs de bateaux. Si l'on calcule la quantité de fourrage nécessaire pour les chevaux, de nourriture pour les ouvriers, de bois pour les échafaudages et la capacité de charge des routes de terre de l'époque, tout le système s'effondre tout simplement. Il aurait fallu plus de routes que de terre. La ville aurait dû être submergée par le fumier de millions de chevaux. Suffoquée sous la fumée des briqueteries, fonctionnant 24 heures sur 24 pendant 300 ans d'affilée. Mais où sont les carrières d'où l'on extrayait l'argile pour les milliards de briques qui constituent le centre historique? Où sont les traces d'une zone industrielle gigantesque qui aurait dû exister pour produire un tel volume de matériaux? Elles n'existent pas. Les bâtiments sont là. Les façades brillent de granit et de marbre. Mais les bases de production qui ont créé tout cela n'existent pas. Comme si quelqu'un avait matérialisé la ville à partir de rien. Maintenant, le puzzle prend forme, révélant une image douloureuse à accepter. La civilisation précédente, qui a construit ces palais, était peut-être physiologiquement différente de nous. Rappelez-vous les légendes des gens qui se nourrissaient de prana, d'énergie directement de l'air, du soleil, du champ magnétique de la Terre. L'absence de cuisine dans les plans devient compréhensible. Ils n'avaient pas besoin de traitement thermique des aliments. La nourriture était livrée au palais d'hiver depuis une annexe, traversant une cour ouverte par un froid de 50 degrés. Et au moment de servir, la soupe était gelée. Est-ce raisonnable? Est-ce logique pour une civilisation qui a construit des merveilles d'ingénierie? Ou peut-être que le concept même de nutrition par l'estomac était étranger aux bâtisseurs de palais. S'ils possédaient un métabolisme d'un autre ordre, il est possible qu'ils n'aient pas eu besoin d'un système d'égout tel que nous le concevons. Des technologies de décomposition des déchets au niveau moléculaire, un cycle biologique sans déchets, la téléportation des substances inutiles. Nous appelons cela de la science-fiction. Mais si pour eux, c'était la vie quotidienne? Quant à nous, les colons, nous avons une biologie primitive. Nous mangeons, nous digérons, nous excrétons. Lorsque nous avons été lancés dans les halls de pierre des dieux, nous avons rencontré un problème. Il est possible de vivre ici, mais il n'y a pas de commodités élémentaires. Mais les palais ne sont qu'une petite partie du puzzle. Regardez les forts en étoiles, disséminés sur toute la planète. La forteresse Pierre et Paul, Fort Jefferson en Floride, Bourtange aux Pays-Bas, Palmanova en Italie. On nous dit que ce sont des ouvrages défensifs contre l'artillerie. Mais regardez-les depuis le ciel. Ce sont des figures géométriques parfaites, des étoiles à 6 ou 12 branches, avec une précision mathématique des angles et des rayons. Pourquoi un ingénieur militaire dessinerait-il un flocon de neige à 12 pointes si la tâche est de repousser une attaque ennemie? Tout fortificateur vous dira « quote 3 ». Mais ces forts sont des fractales extrêmement complexes, semblables à des circuits imprimés ou à des schémas de résonateurs. L'eau qui remplit les douves autour aurait pu servir de conducteur. Ou peut-être que ces technologies et la physiologie des anciens étaient liées? Un réseau énergétique planétaire unique fournissait non seulement de l'électricité, de la chaleur et de la lumière gratuite à chaque bâtiment, mais nourrissait aussi les êtres eux-mêmes, connectés au système. Les palais étaient les nœuds de ce réseau. Les dômes des cathédrales, des condensateurs d'électricité atmosphérique. Les croix sur les dômes, des antennes. Les liaisons métalliques dans les murs, le câblage. Lorsqu'une défaillance ou une coupure délibérée du système s'est produite au début du XIXe siècle, la civilisation a péri avec son réseau énergétique. Le feu est l'outil le plus efficace pour falsifier l'histoire. Rappelez-vous avec quelle effrayante régularité les villes brûlaient précisément au XIXe siècle. Moscou en 1812, New York en 1835, Chicago en 1871,
San Francisco en 1906. Londres était régulièrement ravagée par le feu une fois tous les 50 ans. On nous l'explique par les constructions en bois et la négligence avec le feu. Mais des villes construites en pierre et en briques se transformaient en cendres, comme s'ils avaient été arrosés de napalm depuis le ciel. La pierre ne brûle pas, mais sur les photographies de l'époque, on voit comment des blocs de granit se sont désintégrés en sable sous l'effet de températures inatteignables par un incendie ordinaire. C'était un nettoyage de territoire, une destruction de preuves. Les bibliothèques et les archives brûlaient avec une méticulosité particulière. La bibliothèque d'Alexandrie, la bibliothèque patriarcale de Moscou, la bibliothèque du Congrès des États-Unis, incendie de 1851. La bibliothèque de l'Union à Moscou, 2015. Chaque fois que quelqu'un s'approche trop près de la résolution de la chronologie ou découvre des dessins techniques de systèmes anciens, un court-circuit ou un incendie criminel se produit. Les registres de recensement, les cartes de l'Ancien Monde, les devis de construction, les registres d'état civil brûlent. Tout ce qui aurait pu prouver ces bâtiments n'ont pas été construits au XVIIIe siècle, ils ont été déterrés. Le spectacle le plus cynique s'est déroulé lors des expositions universelles de la fin du XIXe, début du XXe siècle. Paris, 1889. Chicago, 1893. Saint-Pétersbourg, 1896. Saint-Louis, 1904. La version officielle affirme que, pour ces événements, des villes gigantesques avec des dômes, des colonnades, des lacs artificiels et un éclairage électrique étaient construites en 1 ou 2 ans. Et après la fermeture, tout cela était démoli, car les bâtiments étaient soi-disant faits de staff, un mélange de plâtre et de paille. Y croyez-vous ? Regardez les photographies de la quote 4 de l'exposition de Chicago de 1893. Ce sont des structures monumentales, dépassant le Capitole en complexité, avec des bâtiments ornés de stucs, de fresques, de sculptures. La terrible vérité est que ces complexes n'ont pas été construits pour les expositions. Ils ont été déterrés, restaurés et présentés au public comme une avancée du progrès. Et ensuite, ils étaient impitoyablement dynamités et rasés. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient trop parfaits. Ils révélaient un niveau de technologie impossible à expliquer avec des machines à vapeur. Il y avait des trottoirs roulants, la transmission d'énergie sans fil, des systèmes acoustiques. Les élites arrivées au pouvoir après la catastrophe ont peut-être eu besoin d'effacer le souvenir de cette époque, la transformer en une sorte d'attraction foraine, puis la détruire physiquement. Nous vivons au milieu des vestiges d'une grande civilisation. Peut-être utilisons-nous leurs grandioses constructions, les adaptant à nos besoins. Les palais sans cuisine ni toilette nous font réfléchir. Peut-être ne sommes-nous pas tout à fait quad zéro ici. Et si on nous avait simplement installés dans ces majestueuses constructions, et on nous a dit quad 1, et nous sommes fiers, sans remarquer les contradictions évidentes. Les fontaines fonctionnent depuis 300 ans sans réparation, et les toilettes du palais impérial sont un seau derrière un paravent. Et les toilettes du palais impérial sont un seau derrière un paravent. Peut-être nous a-t-on donné des allumettes et des bougies pour que nous ne pensions pas à l'électricité éthérique. On nous a donné de la poudre et des canons pour que nous n'ayons plus le souvenir du réseau énergétique planétaire. Et le tout à l'égout, comme une avancée du progrès, bien que nous ayons peut-être perdu en échange l'architecture quote 2, qui ne nécessitait pas l'élimination des déchets. Nous sommes une génération amnésique, errant au milieu d'une grandeur que nous considérons à tort comme nôtre. Mais les pierres ne mentent pas. Il est impossible de falsifier des millions de tonnes de granit. Il est impossible d'expliquer des tuyaux en alliage du futur à l'époque des forges. Il est impossible d'expliquer des tuyaux en alliage du futur à l'époque des forges. Si ces questions vous ont interpellé, si vous sentez que l'histoire officielle fait douter de sa solidité, ne restez pas silencieux. Mettez un like pour que les algorithmes de YouTube permettent à plus de personnes de découvrir ces questions. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines plongées dans les mystères. Écrivez en commentaire quelle autre anomalie de l'histoire nous devrions aborder. Les forteresses étoilées, les villes désertes sur les